Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas, Thomas Pierrin, et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment être efficace quand on développe du logiciel, et dans des conditions un peu particulières, dans des conditions où il faut aller très vite. Alors j'ai intitulé ce talk High Speed DDD. En français, ça pourrait être faire du DDD quand tout va trop vite, parce que je trouve que quand on parle d'efficacité pour faire du logiciel, le DDD c'est une arme assez redoutable. Alors, je ne sais pas, peut-être pour celles et ceux qui n'auraient pas été à la session d'avant ou qui ne sauraient pas encore ce que c'est que le DDD, on va essayer de résumer en 3 phrases. Le DDD, c'est à la fois une approche et une boîte à outils. L'approche du DDD, c'est de mettre le métier, le domaine au cœur de tout ce qu'on fait, et de réaliser que les gens vont s'exprimer avec un langage particulier, et que du coup, c'est l'opportunité pour nous d'identifier qu'ils vont s'exprimer dans des contextes différents. Et si on veut éviter de tout mélanger dans notre logiciel, d'essayer d'isoler ces contextes, de voir comment ils s'articulent éventuellement entre eux. Et donc voilà, ça c'est l'approche. Métier first et le langage a une valeur un peu prépondérante. Et après, c'est une boîte à outils à 2 étages. Il y a une étage au niveau du code, c'est ce qu'on appelle les patterns tactiques. Et il y a un étage au niveau de l'architecture, plus logiciel, et c'est un des premiers, je crois que c'est le premier, qui a parlé aussi, qui a inclus les relations de pouvoir et entre les équipes. On parle d'architecture, sociotech, du coup. Donc boîte à outils, et c'est cette deuxième partie de la boîte à outils, le DDD stratégique, qui va m'intéresser moi aujourd'hui pour vous parler de quelques patterns stratégiques, justement, qu'on a trouvés avec des collègues pour être efficace malgré le fait qu'on court, on court, on court. Alors, oui, j'ai parlé j'ai pas parlé de start-up encore, mais voilà, moi je suis VP of Engineering dans une start-up lyonnaise qui s'appelle Agicap. Alors, en fait, je devrais dire scale-up parce que une scale-up, c'est une start-up qui a validé son modèle économique, qui a déjà des clients qui payent. Et là, le challenge, c'est plutôt de grossir. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans 6 pays en Europe, par exemple, et de grossir les équipes et de grossir les sujets et de toucher de plus en plus de sujets différents. Euh, du coup, le truc qui vient souvent à l'esprit quand on parle de start-up, c'est le time to market, c'est le fait qu'on court. On a l'impression de courir après tout. On court après les fonctionnalités, on court après le temps, on court après de nouveaux marchés qu'il faut craquer, on court après plein de choses, et on a l'impression de courir un peu tout le temps. Ça, c'est vraiment l'ambiance start-up. Euh, et du coup, il y a un truc, moi, que je connaissais pas vraiment, que j'ai découvert un peu dans cet écosystème start-up, c'est la dette fonctionnelle. Est-ce que ça vous parle, la dette fonctionnelle? Peut-être pas en levant la main. Qui a déjà entendu parler de dette fonctionnelle? On parle de dette technique, mais dette fonctionnelle. Alors, la dette fonctionnelle, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, c'est quand côté produit, très souvent, on va réutiliser un concept de l'application ou du domaine qui fait déjà quelque chose dans l'application pour le parasiter, pour le recycler, pour le déformer, afin qu'il nous serve pour de nouveaux usages. Et du coup, on va pouvoir gagner en time to market parce que très souvent, il y a déjà un petit bout de code qu'il suffit de tweaker, de rajouter 2-3 if, 2-3 options et ça va le faire. Il y a déjà tout ce qu'il faut en termes d'API, de back, de front, etc. Bref, donc du coup, ça paraît facile pour un produit, une product manager ou un product manager de dire, bah, tiens, je vais recycler et bon, on va déformer un petit peu le truc, quoi. Alors un exemple de dette fonctionnelle ici, ça pourrait être de dire que bon ben voilà, on va réutiliser les sabres laser qu'on produit très bien et pour lesquels nos clients sont très contents pour inventer un nouveau produit, une nouvelle capacité qui est de se prémunir de la pluie. Alors ça marche, ça marche. Bon, il faut juste éviter de toucher des gens avec le bout, parce qu'on peut les tuer. C'est juste le petit side effect sur lequel il faut faire gaffe. Mais voilà, ça c'est un exemple de dette fonctionnelle par exemple. Un autre exemple trouvé par un collègue qui était engineering manager chez nous, c'est ça. C'est-à-dire que, ben, en fait, on va construire un pavillon. Donc la nouvelle fonctionnalité, la métaphore, c'est le pavillon sur l'immeuble. Pourquoi on ferait ça? Bah, on a déjà l'eau courante, l'électricité, la fibre. On n'a pas besoin de demander un permis, enfin, on n'a pas besoin d'acheter un terrain. On peut déjà utiliser tout ce qu'on a. Ça va nous permettre d'aller plus vite et de faire cette maison témoin pour laquelle on va avoir du feedback. Les gens vont être très contents, vont nous dire, j'adore ce... À part le fait qu'elle soit juchée sur un immeuble, j'adore vivre dans cette maison. Ça permet d'avoir du feedback. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt, en fait, ça peut être, comme toute dette technique, etc., ça peut être un moyen de gagner time to market pour avoir du feedback.
Le problème, c'est si finalement ça a vachement de succès. Donc là, la petite maisonnette, elle a vachement de succès. Du coup, bah, elle va prendre de plus en plus de place, on va y loger de plus en plus de gens. Et puis au bout d'un moment, on va commencer à avoir des soucis, parce qu'en fait, la structure, elle n'était pas faite pour supporter autant de gens, autant d'étages, autant d'appartements. Les eaux usées commencent à fuir, donc les gens d'en dessous, ils commencent à dire, bah, les anciennes fonctionnalités commencent à dire, ça marche plus là, merci vos trucs, là, vous le rangez. Et puis, bah, on a tellement grossi que ça paraît compliqué maintenant d'arriver à détricoter ce truc-là pour... L'idée était bonne, on aurait peut-être dû, à un moment donné, déplacer cet immeuble avant de le construire, enfin, pour le construire ailleurs, avant d'y mettre trop de choses. Alors en fait, la dette fonctionnelle, pour certains product managers, ça peut être un peu comme la crystal meth. C'est-à-dire que c'est vraiment, on peut devenir très vite accro, parce que en termes de time to market, si on veut avoir de l'impact et avoir du feedback, c'est assez pratique. Le problème, c'est ce que ça donne dans le code. Si on n'y prend pas garde et si on laisse toute cette dette fonctionnelle, un peu comme de la dette technique, s'installer, on a du code qui est un méli-mélo de tout est lié, tout est connecté. Toutes les fonctionnalités potentiellement peuvent être reliées entre elles parce que bah, j'ai recyclé ce concept-là, par exemple une prévision dans le futur sur un plan de trésor, une prévision, je l'ai recyclé pour des flux de TVA, je l'ai recyclé pour des remboursements de prêts, c'est juste des petits booléens, etc. Et donc du coup, bah, dès qu'on veut changer quelque chose, on va avoir des difficultés. La pire situation, c'est à force d'avoir trop de dettes, au bout d'un moment, on est dans une sorte de bourbier. On avance beaucoup moins vite. Et alors, le petit coup de boost du time to market qu'on avait initialement, bah là, tout d'un coup, le temps ralentit. Et on n'arrive plus à être aussi efficace qu'avant. Et parfois, on est un peu dans le déni. On se dit, mais non, mais ça marchait très bien avant, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah, c'est juste qu'on a accumulé trop de difficultés. Euh, Alors, moi, il y a un truc qui m'a frustré au début quand je découvrais un peu ça. Je trouvais qu'il y avait des difficultés de communication et d'empathie entre produit et tech. On n'arrivait pas à se faire comprendre. Et pourquoi ce qui était pratique d'un point de vue produit pouvait être très pénible pour des devs. Alors j'avais essayé de chercher une métaphore pour essayer de discuter avec certains product managers pour essayer de leur faire ressentir pourquoi on n'aimait pas ça à ce point, en avoir trop côté dev. Et j'étais en train de me dire, bah tiens, toi, ton outil du quotidien, toi PM, c'est Notion dans lequel tu mets la plupart des fonctionnalités, de la doc, de tout un tas de trucs. C'est comme ça que vous communiquez entre vos équipes, avec plein de gens. Bah, imagine si ton outil de travail Notion, tout d'un coup, chaque page Notion, quand tu la lis tous les jours, elle est parasitée par 40% de texte généré par ChatGPT, qui a l'air, ça a l'air fiable, ça a l'air d'aller avec le sujet, mais peut-être qu'il y a des erreurs. Donc toi, PM, tu vas devoir filtrer à chaque fois que tu lis chaque page. C'est un peu comme le jour de la marmotte, hein. Ça revient tout le temps, ce truc-là. Donc dans chaque page, tu vas devoir filtrer mentalement et te dire, bah ça, c'est vrai, non, ça c'est du garbage, ChatGPT, ça machin. Et donc, t'imagines à la fin de la journée de faire cet exercice mental-là, c'est fatigant, etc. Bah, pour les devs, c'est pareil. On a plein de parasites, plein de bruits parasites dans le code qui nous ralentissent à la fois pour la réflexion, pour la compréhension, etc. Alors bon, j'ai essayé avec deux PM et les deux ils m'ont dit on comprend pas ton truc, je comprends pas ton délire, non, faut que tu trouves autre chose parce que là vraiment je vois vraiment pas le rapport avec la dev fonctionnelle. Bon, ok, donc moi je cherche toujours. Alors il y a un truc, peut-être la dette, c'est pas la bonne métaphore. La dette fonctionnelle, la dette technique, c'est très bien pour décrire une situation, mais c'est pas un concept qui permet de faire changer les choses vraiment. Comme me disait un ancien collègue, Cyril Dupuy-Doby, à part les Lannister, personne ne paye ses dettes. Aujourd'hui, on refourgue les dettes à nos enfants, on titrise la dette, c'est-à-dire qu'on la découpe et on la refourgue en mode loose day, tac, 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 ça va peut-être pas se voir, que c'est une dette un peu trop compliquée. Oui, vraiment, on se barre, on change de projet et chut, la dette, elle reste et nous, on a fait un super travail et puis ça va s'effondrer après nous. Donc aujourd'hui, il n'y a personne vraiment qui paye ses dettes. Donc voilà, donc je cherche toujours d'autres métaphores, d'autres choses qui permettraient de montrer un peu l'impact de ces décisions-là qui sont des accélérateurs à un instant donné et qui nous ralentissent. Il y a ce concept de viscosité dans le logiciel que j'aime bien, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, quoi. Et puis, ben, c'est aussi, moi je trouve ça toujours un peu frustrant. Là, j'étais un peu frustré par ce manque de communication, par ce manque d'empathie dans certains cas qu'on n'arrivait pas
à établir pour arriver à vraiment faire comprendre quel était notre problème, parce qu'on est dans la même, on est dans les mêmes squads, dans les mêmes teams, hein, produits et tech, donc il faut qu'on arrive à se comprendre. Alors aujourd'hui, ce que je dois vous partager, c'est 3 patterns qu'on a trouvés ou qu'on a redécouverts dans la boîte à outils stratégique du DDD qui nous permettent de survivre, même quand on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le produit, même quand on n'est pas d'accord sur certains trucs, qui nous permettent de survivre pour apporter de la valeur, pour être efficace, mais que ça ne soit pas trop le dawa dans la code base. Alors avant ça, pour vous illustrer ces patterns-là, j'ai besoin de vous expliquer 2-3 petits trucs du métier, du domaine sur lequel ça va porter et pourquoi. On va parler de flux de trésorerie. Alors en gros, ça ressemble à ça, un plan de trésor, ça ressemble à ça. Ça c'est Agicap. Pour simplifier, un plan de trésor, ça va être sur cet écran-là, ça va être un peu tout ce qu'on va retrouver sur l'écran. Et on va avoir en Y du pognon et en X du temps. Ce temps-là, on va le découper en plusieurs offsets. Donc là, c'est des mois, ça peut être des semaines, des trimestres, des mois, etc. Ça va être notre granularité de travail pour observer la trésorerie. Et au milieu, là, c'est le mois actuel, c'est juin 2023, c'est là où on se trouve. Ça, c'est le graphe de trésorerie, le graphe du plan de trésor. Et en fait, on a aussi un tableau de trésorerie dans le plan de trésor, cash flow statement, dans lequel, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tous les flux d'argent entrant, enfin, d'encaissement et de décaissement. Donc, les encaissements, ça va être en vert. Et donc, on va avoir une ligne pour les flux d'encaissement, les inflows, en vert. On va les retrouver découpés mois par mois, parce qu'en fait, dans chaque cellule du bas, ça correspond à un histogramme en haut. Et des cellules de décaissement, c'est-à-dire l'argent qui sort de la boîte, en orange ici. Alors là, je ne sais pas si on voit, mais il y a le premier mois, tout à gauche, il y a plus d'encaissement que de décaissement. Cool. Ça veut dire que l'argent rentre plus qu'il ne part. Donc vous voyez la courbe légèrement là, qui monte. Le mois d'après, c'était moins glop. On avait un peu plus de décaissement que d'encaissement, donc vous voyez que la courbe commence à s'infléchir. C'est pareil le mois d'après, etc., etc. Et après le mois de current, bah en fait, le logiciel est capable de vous, alors pas sur cet exemple qui n'est pas terrible, mais de vous faire des prédictions, des forecasts, des prévisions sur ce qui pourrait se passer chez vous. Et enfin, il y a la trésor disponible, hein, combien vous avez d'argent selon les trébuchants, puisque dans une entreprise, vous pouvez avoir plein de comptes bancaires, vous pouvez avoir plein de choses. Et c'est important toujours de savoir, une fois que tout a été payé, etc., d'être connecté, combien on a vraiment, en fait, si on veut recruter des gens, si on veut ouvrir un nouveau restaurant, si on veut faire ce qu'on veut pour la boîte. Donc ça ressemble à ça, en fait, chez Agicap, le plan de trésor. La partie encaissement et décaissement qu'on a ici, là, vous pouvez l'ouvrir et mettre des catégories. Donc dans les décaissements, il y a les salaires, il y a dans les encaissements, il pourrait y avoir, ça pourrait être par activité de client, etc. Enfin, vous pouvez faire les catégories que vous voulez pour analyser votre business. Donc voilà. Il y a un truc, si par exemple, si je clique sur le décaissement du mois de mai 2023, là, je vais avoir le détail de tout ce qui s'est passé en mai 2023. Donc, la synchronisation de toutes les transactions bancaires, de toutes mes attentes, mes prévisions, etc., va m'être disponible ici, jour par jour, si je le souhaite. Et on a du payé, du prévisionnel. Donc, le payé, c'est vraiment ce qui s'est passé, ce que la banque m'a remonté. Et le prévisionnel, c'est ce que je m'attends à avoir. Voilà, donc en gros, il y a une grosse dichotomie, vous pouvez voir, entre le passé, donc il y a maintenant, là, mois de juin, et puis il y a tout ce qui est avant, c'est le réel, c'est actuel, c'est le réel, et à droite, c'est le prévisionnel. C'est tout ce qui pourrait arriver, etc. Donc on va pouvoir faire des scénarios, on va pouvoir se projeter, etc. Ok. À votre avis, ça sert à quoi un plan de trésor? À savoir quand est-ce qu'on meurt. Très bonne réponse. C'est la première. En gros, estimer son runway. Le runway, c'est le nombre de mois qui te reste avant de crever, en tant qu'entreprise, hein, pardon. Donc, pour des jeunes entreprises ou des entreprises qui sont un peu à flux tendu, ça peut être une indication qui est un peu intéressante à avoir pour prendre des décisions stratégiques, voilà, pour piloter son business. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Savoir si on va investir ou pas. Ben, en fait, c'est détecter des déficits de trésorerie à court terme. Parce que si on a des déficits, il va falloir les combler. Alors pour les combler, soit on récupère de l'argent ailleurs, soit on investit, on demande à sa banque prête-moi argent. Et du coup, ça peut coûter cher. Et du coup, bah, si on essaie de faire en sorte de le faire moins possible, parce que les banques nous assaisonnent un peu quand on fait ça très souvent. Et donc, c'est trouver des solutions pour aller combler ces déficits de trésorerie qui arrivent à court terme. Et de la même façon que c'est pour détecter aussi quand on a des excédents de trésorerie. Quand on a des excédents de trésorerie,
c'est un peu couillon, ça sert à rien. Donc autant aller prêter, par exemple, si on a plusieurs filiales, à une filiale qui est en difficulté de trésorerie, quand on est dans le même groupe, ou si c'est la même boîte avec plusieurs établissements, plusieurs magasins, pareil. Voilà, ça nous sert. Alors ça s'appelle du cash pooling. On prend à Jean et on donne à Paul pour que toutes les filiales et tout le truc n'aient pas de cessation de paiement ou de problème, ou voilà, pour aller chez le banquier. Donc en gros, ça sert à piloter du business, quoi, et de prendre des décisions, alors à très court terme ou à plutôt moyen et long terme. En DDD, je vous l'ai dit, on essaie de trouver des contextes d'usage et de modélisation, et en fait, on appelle ça des bounded contexts, des contextes délimités, et c'est des patates sur des diagrammes. Donc là, on a plusieurs patates. Pour représenter un peu ce que je vous ai dit, il y a la partie banking en haut à gauche. Ça, c'est on récupère toutes les transactions bancaires. Il y a la partie en dessous, business expectation, c'est les notes, les factures, etc. Tout ce qu'on a fait et les prévisions d'activité par rapport à des clients. Donc des entrées d'argent qu'on s'attend à recevoir. Et en fait, on va intégrer tout ça dans une brique qui s'appelle Cash Flow Refinement, qui va un peu distiller cette matière brute, qui est synchronisée automatiquement, pour la transformer en flux de trésor. Et les flux de trésor, c'est ce qui va nous être utile pour le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, je vous ai montré juste avant, il fonctionne un peu comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a des catégories qu'on peut créer ou pas, comme les salaires et compagnie. On a des flux d'entrée, inflow, outflow. On a des forecasts, des prévisionnels, des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si il y a une nouvelle pandémie pour mon business? Qu'est-ce qui se passe si je rachète une autre boîte? Qu'est-ce qui se passe, machin? Ça, c'est les scénarios. Et puis, on a plein d'autres trucs, des surplus, déficits, et le runway, c'est-à-dire la mort de ma boîte, si ça va pas bien. OK, donc ça va être ce contexte-là qui va nous intéresser. Maintenant qu'on a mis ça comme base, on va prendre le premier cas pour expliquer le premier pattern. Le premier cas, c'est des estimations de TVA. Alors, c'est quoi cette histoire? En Europe, enfin d'ailleurs dans beaucoup de pays au monde, en fait, la TVA, il faut qu'elle soit neutre à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois, il ne faut pas que j'ai collecté plus ou que j'ai pas assez donné de TVA. Il faut restituer à l'État ce qu'on a collecté en plus. Et donc, en gros, il faut être flat à la fin de chaque mois. Donc, on paye de la TVA, on en collecte. Et donc, il y a différents modes, il y a différents régimes fiscaux. Et donc, le calcul va être un peu différent en fonction de ça. Et là, on avait besoin, jusqu'à maintenant, dans l'appli, on avait 3 versions différentes du logiciel pour estimer des remboursements, enfin, pas des remboursements de TVA, des avoirs de TVA. Si vous payez trop de TVA, il y a des régimes fiscaux où l'État vous dit tu paieras moins la prochaine fois. Je ne te rends pas l'argent, mais tu paieras moins la prochaine fois. Des sortes d'avoirs. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans le logiciel, et on a des clients qui nous ont dit, nous, on n'est pas dans le même régime fiscal, et on aimerait bien récupérer le pognon, vraiment se faire rembourser des excédents de TVA. Donc merci de gérer ça dans le plan de trésor, très bien. Donc on devait rajouter cette 4e façon de faire, avec des concepts de remboursement de TVA. Alors premier problème, c'est que je vous ai montré les offsets sur un plan de trésor. Là, on peut choisir ce qu'on veut, ça peut être à la semaine, au mois, au trimestre et tout. Les TVA, ça dépend des régimes fiscaux, mais très souvent, c'est au mois. Et donc, en fait, si vous êtes à la semaine et tout, vous voyez que potentiellement, ça peut ne pas être en recouvrement total. Donc, vous pouvez avoir de la TVA qui va se chevaucher sur plusieurs offsets ou pas. Donc, ça, c'est un petit challenge à gérer. Et l'autre problème, c'est qu'on avait 3 façons de gérer la TVA déjà compliquées dans le code, modélisées de façon différente, parce que pas fait par des gens à des moments différents. Donc voilà, comment on va faire tout ça? Comment on va faire tout ça? Alors en fait, il y avait aussi dans nos discussions, au début, des discussions un peu compliquées parce que nos clients nous parlaient avec les termes de ceux qui gèrent la TVA, c'est-à-dire souvent un contexte legal et fiscal. Donc ça, c'était leur domaine, alors que nous, on fait de la trésorerie, quoi. Donc en fait, comment on va mapper ces concepts légaux et fiscaux, qui sont spécifiques par pays, avec un plan de trésor qui est un peu universel. Donc ça, vraiment, on se dit, mince, comment on va faire? Dans notre contexte du plan de trésor, on avait en rouge des trucs, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais on avait des modélisations de la TVA sous forme de transactions, des attendus, on appelle ça une attendue, une engagée. C'est un expected, une engagée, c'est un truc qu'on s'attend à recevoir à un moment donné dans le futur. Parfois, c'était sous forme de forecast. Forecast, c'est une prévision. Et puis, il fallait qu'on rajoute des systèmes de TVA, etc., donc tout en rouge. Donc la question, c'est comment on modélise ce truc-là, quoi. Donc on a commencé à discuter, produit et tech, comment on modélise ce truc-là? Produit nous dit, bon, alors les amis, c'est soit expected transaction, soit forecast. Vous choisissez, vous faites comme vous voulez, mais d'après vous, c'est quoi?
À côté dev, bah, il y a quand même ce problème-là, parce que c'est pas les mêmes offsets, que ce soit sur les forecasts, etc., les estimations de TVA. Enfin, ça va nous poser problème. Et si, et donc là, le côté dev, on dit, mais si on crée un nouveau truc qui s'appelle un remboursement de TVA, un nouveau concept dans l'appli. Produit, non. Non. Pourquoi non? Alors, ça paraît un peu brutal quand le produit vous dit non. Quand on lui dit, mais ouais, là, DDD, le langage, machin, je pense qu'il y a un nouveau concept, il faut le rajouter dans le code base et tout. Là, le produit il me dit non. Alors, il y a plusieurs bonnes raisons, en fait. C'est pas aussi, d'un point de vue de dev, ça peut paraître débile, comme non. Voilà, mais en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Les raisons qui pourraient pousser un produit à dire non, d'après vous, ce serait quoi? Ou les raisons? Hein? La roadmap, il y a d'autres choses à faire. Enfin, il faut quand même faire la chose. Donc, comme on le fait, voilà. Bon, je vais aller vite, mais en gros, alors déjà, quand vous rajoutez un nouveau concept dans une application SaaS comme ça, il y a de la documentation à faire, il y a du knowledge management parce que tout le reste de la boîte va devoir savoir qu'il y a un nouveau mode. Il va falloir être capable de l'expliquer aux clients, de pouvoir répondre à des questions au support, etc. Donc ça veut dire aussi bah, préparer du training pour les customer success, les customer care, les gens qui font du support, les gens qui font du produit, qui sont sur d'autres produits, etc., avec des liens et tout. Donc c'est pas neutre en termes d'organisation. En termes de code, c'est facile à faire, mais en termes d'organisation, ça veut dire d'autres choses. Pareil, si vous faites de l'A/B testing, du bêta avec des clients, bah, vous allez partir sur un truc et vous allez vous rendre compte très vite que c'était pourri, c'était pas comme ça qu'il va faire. Super, c'est à ça que sert le feedback, c'est comme ça qu'on change. Mais il y a du change management à faire. Il va falloir expliquer aux clients que le travail qu'ils ont fait de certaines façons, peut-être, on va peut-être pas leur faire tout le temps de la migration, peut-être qu'il va falloir qu'ils changent, qu'ils s'adaptent. Donc ça veut dire parler aux clients, ça veut dire leur expliquer pourquoi ça paraît être un bordel, mais en fait ça n'en est pas un, c'est fait exprès. Donc c'est quand même du temps à passer. Et puis certaines fois, il y a des product managers qui peuvent avoir eu des expériences un peu malheureuses avec certains devs, un peu jusqu'au boutiste, qui disent bah, avant de rajouter un nouveau concept, moi je veux qu'on fasse le tour, etc. On va le définir ensemble, on va faire 10 event storming, on va faire 300. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez, des expériences un peu compliquées. Et là où le PM se dit, bah là, on est censé avoir de l'impact pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines max. Je le sens mal, ce truc-là. Donc vas-y, on recycle les prévisions, et puis ça va le faire. Donc on a réfléchi. Une fois qu'on était un peu redescendu du nom, et qu'on avait mieux compris le nom, ok, bon, ok, on va réfléchir. Et on s'est dit, bah, tiens, en fait, il suffit surtout de découper ces deux problématiques. La problématique de faire les estimations de TVA, de la problématique de la mapper sur un plan de trésor. Et donc on a commencé à découper le code et à externaliser la gestion de la TVA. Donc on a fait une nouvelle patate, vous voyez en bas, estimation de TVA, avec des choses comme des estimations de TVA, des flux de TVA, la TVA déductible, la TVA collectée, les types de pays, les régimes fiscaux, alors système VA, je crois que c'est ça, etc. Donc cette patate-là, son rôle, sa responsabilité, c'est d'être aligné par rapport à un concept, à un contexte legal, fiscal, de faire les bons calculs, étant donné tout ce qui a été collecté, tout ce qui a été reversé, et c'est tout. Ce truc-là, il est consommé par le plan de trésor, qui va devoir le mapper. Et en fait, la problématique de le mapper, alors il y a une difficulté qu'on avait, c'est que le code, enfin, il y avait 3 façons différentes de calculer les montants de TVA. Donc à chaque fois qu'un client nous appelait, il appelait le support disait OK, ou ça a l'air compliqué votre cas, je regarde, il y a un truc qui marche pas comme la doc. Donc je demande à l'autre support, in fine ça arrivait à l'équipe de dev concernée, qui n'avait pas la réponse, parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de façons de faire différentes, trop de cas particuliers, et qui regardait le code. Et ça, à chaque fois qu'on a un cas avec la TVA à un client, je vous raconte pas le temps que ça passe et l'énergie que ça mobilise pour tout le monde. Là, maintenant qu'on a fait un truc à côté, on peut même faire un écran dans le back-office qui permet au Customer Success de répondre à toutes les questions. Bah oui, bien sûr, vous avez ce montant-là parce que voilà ce qu'on a détecté comme montant de TVA collecté, etc., etc. Voilà les hypothèses de travail qu'on a fait. Votre régime fiscal, c'est bien ça. Votre pays, c'est bien ci. Et ben ok, bah c'est pour ça. Et donc, on est capable d'expliquer dans le truc. Par contre, le plan de trésor, lui, il est intact. Et donc, en fait, in fine, à la fin, on map juste les estimations de montant de TVA. Donc là, de remboursement, d'argent qu'on s'attend à être remboursé à dernière minute sous forme de forecast dans le plan de trésor. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Alors ici,
il y a un truc qui s'appelle ACL, ça s'appelle Anti-Corruption Layer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le domaine de Driven Design, il y a un truc de métaphore de la rivière. On parle très souvent de la relation entre des contextes et puis entre des équipes. On parle de... vous voyez bien que quand quelqu'un est en haut de la rivière, s'il jette des bouteilles en plastique dedans, il ne faut pas faire ça, et s'il le fait, vous, downstream, quand vous êtes un peu en plus bas dans la rivière, vous allez recevoir toutes ces ordures. En fait, le DDD, il vous donne un petit outil stratégique qui s'appelle l'anti-corruption layer. C'est quoi? C'est un filet de sécurité en bas. Moi, je suis en bas de la rivière, je suis les estimations de TVA. Je ne veux pas me laisser polluer par... Alors là, ce n'est pas des bouteilles en plastique, c'est des choix de design qu'on avait avant dans la TVA. Et je n'ai pas envie de polluer ma nouvelle modélisation qui est propre, qui est bien testée, qui est lisible, qui est claire, le langage est aligné par rapport à ce contexte légal et fiscal. Je veux me laisser polluer par la vision, la perspective du plan de trésorerie. Donc cette anti-corruption layer, elle sert à protéger le nouveau code qui est à côté de l'existant. Et donc l'ACL, c'est elle qui va traduire des deux modèles. Elle va connaître l'ACL, elle va connaître le modèle du plan de trésor pour savoir exactement quoi lui générer. Donc, là c'était sur le cas de la TVA, mais si on essaie de résumer, on appelle ça le hidden and supportive context, donc le contexte caché, le contexte support qui est caché. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le truc en bleu, donc c'est l'équivalent de la TVA. Hein. Ce support contexte caché, il est à côté, il est caché. Quand on dit caché, c'est qu'il est caché des clients finaux. Alors au début, des PM, caché des PM. Mais c'est comme ça qu'on peut coder au mieux, de manière la plus propre possible, le truc. Si on avait dû coder ce truc-là, cette même logique-là, dans le code du plan de trésor, on aurait mélangé les problématiques, ça aurait été compliqué, ça aurait été intriqué, etc. Donc on a découpé la problématique. On ne l'a pas dit au début, et puis le jour où c'était bien fait, là on a pu voir là où le PM en disant regarde, si le client ou la cliente ne sait pas expliquer et qu'on doit lui expliquer, bah, on peut se faire juste une petite page web dans le back-office qui explique tout le détail. Et ça permettrait au CSKR juste d'avoir ça comme outil et plus de déranger toi produit. Tu n'auras plus à répondre aux questions. Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais on peut le faire là? Ouais, c'est hyper simple. On a juste l'API, on a juste à faire l'écran et voilà. Etc. Et c'est même intéressant, c'est que au bout d'un moment, alors on va le voir, les avantages. On code comme on veut dans le nouveau contexte. On n'est pas pollué par le modèle préalable. Du coup, c'est ce qui se passe là. On n'est vraiment pas pollué grâce à l'ACL. On découpe bien les responsabilités des contextes. On ne mélange pas les choux et les serviettes, on ne mélange pas le legal et le cash flow. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce truc qui reste caché jusqu'à ce que, bah, finalement, nous, côté tech, on ait montré la valeur de ce truc-là au produit et que le produit se dise ah putain, il y a un truc à faire pour m'économiser du temps, et chose qui n'était pas évidente initialement quand il fallait juste répondre à la question comment j'intègre les flux de TVA dans le plan de trésor. Alors il y a certains qui vont dire ouais mais c'est pas Yagni ça. Vous avez fait un truc en cachette à côté qui fait plus que ce que vous aviez vraiment besoin, etc. Alors Yagni, je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est You ain't gonna need it. C'est si t'es pas sûr que cette fonctionnalité-là va être ajoutée, ne fais rien qui prépare cette fonction, enfin, qui soit un élément de cette fonctionnalité-là. Donc là, par exemple, ça sert à rien de faire cette porte en imaginant qu'un jour, il y aura des barrières dans ce champ. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est l'anti-Yagni, quoi. Alors par contre, très souvent, moi j'ai discuté avec des produits et des techs qui n'avaient pas compris Yagni, de mon point de vue. Et c'est Martin Fowler qui a écrit un bel article là-dessus aussi, qui débunkait ça il y a quelques années, qui explique qu'en fait, Yagni, souvent on ne le comprend pas. Yagni, c'est surtout pas une justification pour ne pas faire les choses proprement dans sa code base. C'est genre la qualité Yagni, j'en ai pas besoin tout de suite, j'en fais pas. C'est surtout pas ça. Yagni, ça nécessite d'avoir du code qui est maintenable et échangeable. Yagni, ça s'applique aux capacités qui sont indispensables dans tout le code nécessaire pour préparer une fonctionnalité qu'on imagine, elle va arriver, mais on n'a aucune certitude. Donc là, non, ça ne sert à rien de faire ça. Et ça ne veut pas dire ne pas faire du code maintenable et évolutif. Au contraire, Yagni a besoin que votre code soit prêt à être changé à tout moment pour pouvoir avoir cette réactivité, cette nervosité et tout. Donc en gros, Yagni, ce n'est pas une excuse à faire les trucs en cracra, c'est pas une excuse à ne pas faire du code maintenable et évolutif. Certainement pas.
Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, tout à l'heure, je parlais de dette fonctionnelle. Là, on va parler de dette, de vraie dette, quand vous contractez en tant qu'entreprise des prêts, vous faites des prêts pour avoir plus de trésor, par exemple, pour pouvoir payer des salaires, pour pouvoir continuer le business quand les temps sont durs. Et donc, en gros, il y a une équipe qui a commencé à travailler sur un module de gestion de dette. Donc ça permettait à nos clients, alors c'est un vieil écran, celui-là, on aurait dû le rafraîchir, mais ça permettait aux clients d'importer des emprunts avec tous les flux financiers attendus par cet emprunt-là, de pouvoir les voir, de pouvoir à chaque fois voir le capital, les intérêts, le capital restant à la fin de chaque période et tout. Ça a eu vachement de traction. On a eu plein de clients qui ont dit c'est exactement ça que je veux, mais par contre ça me serait utile si et seulement si tu m'intégrais ça dans le plan de trésor. Donc, il a fallu penser à comment on intègre tout ce nouveau contexte de gestion de dette qui est vraiment à part du plan de trésor, dans le plan de trésor, un peu comme tout à l'heure l'histoire de la TVA. Premier problème, c'est qu'on ne pouvait pas vendre ce module de gestion de dette alors que tous les clients presque nous suppliaient de leur vendre, celles et ceux qui en avaient besoin, j'entends. Donc, on avait un enjeu de time to market. Deuxième truc, c'est que le module de dette, il était quand même tout jeuneau, pas beaucoup de jours, hein. Donc c'est super, mais ça évolue beaucoup, ça change tout le temps. Et on n'était pas autorisé à créer un nouveau type, un remboursement d'échéance de prêt dans le plan de trésor. Vous vous rappelez tout à l'heure Donc la discussion, c'était ça, c'est le produit qui nous dit, on n'a qu'à mapper des remboursements d'échéance de prêt dans un forecast, très bien. Ah non, mais attends, nous, côté dev, on disait, mais les forecasts, c'est pas certain. Un remboursement de prêt, en général, il faut le payer, quoi, c'est certain. On va être prélevé. Un forecast, c'est sur une période de temps. Un remboursement d'emprunt, c'est une journée, et c'est toujours la même journée, quoi. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui nous gênaient dans le fait de réutiliser le véhicule prévision, forecast, pour mettre des remboursements de prêts. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas un nouveau concept, un remboursement d'échéance de prêt dans le plan de trésor? La réponse? Non. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ok. Alors là, il y a eu une première proposition qui a été initiée en collaboration entre des produits et des techs, en disant, tiens, les gens qui font le debt management, enfin nous qui faisons la gestion de la dette, on va te publier des événements sur un bus Rabbit, avec des événements à chaque fois qu'un prêt est rajouté, modifié, etc., qu'il y a de nouvelles échéances qui apparaissent. Ça, vous allez, l'équipe qui va gérer le cash flow plan, le plan de trésor, vous allez le récupérer, vous allez être consommateur, vous allez choper l'info du bus, et vous allez mettre dans votre petite base de données. Alors avant ça, vous allez la mapper dans une échéance, dans un forecast, dans une prévision, puisque c'est ça que vous allez afficher in fine, et vous allez la stocker, et puis voilà, vous serez autonome, génial, et puis nous, on peut tomber, et vous pouvez continuer à faire du business, etc., etc. Il y a plusieurs inconvénients avec ce truc-là. Alors, premier truc, c'était de l'EDA, Event Driven Architecture, c'est swag, c'est cool, en général, ça plaît vachement aux gens. Donc ça, c'était le côté super entraînant. Après, il y avait des trucs, c'est que le concept de dette et de gestion de dette et tout ce qui arrive du bas à droite, là, c'est très frais, c'est très neuf. Donc en fait, l'équipe du haut, il disait, mais ouais, mais moi, t'es gentil, mais j'ai pas envie de récupérer tes trucs, là, de les stocker en local chez moi et de devoir faire de la réconciliation. Parce que si jamais, toi, tu changes ton modèle de données, moi, j'aurai toujours ton vieux modèle de données dans ma base. Donc quand tu me republieras des trucs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont des choses différentes? Est-ce que c'est la même chose mais codée différemment? Ou est-ce le même événement métier mais codé différemment? Ou est-ce que c'est des choses différentes? Moi, comment je vais faire? Je vais devoir réconcilier, rapprocher. C'est déjà l'enfer avec les banques. J'ai pas envie de refaire ça. Et Forecast, franchement, c'est pas fou, hein, pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure dans la discussion. Forecast, c'est incertain, ça peut se déplacer sur une période de temps. Moi, j'ai pas envie que les gens puissent déplacer des remboursements de prêts parce que ça, on est à peu près sûr que la banque, elle va nous prélever, hein, ce jour-là. Donc, non. On va réfléchir, on va essayer de trouver autre chose. Là, les équipes ont continué à travailler, à réfléchir et sont arrivées avec une autre proposition. Solution qui est la suivante, c'est l'équipe du plan de trésor, quand elle veut afficher un plan de trésor, elle fait un appel à une API fait par l'équipe de gestion de la dette. C'est des petites infos, hein. Un prêt immobilier, là, c'est une centaine de champs maximum, etc. Donc, ça coûte rien, ça se récupère très très vite. Et du coup, c'est en temps réel que l'anti-corruption layer, c'est-à-dire le truc qui va faire l'adaptation entre le modèle de gestion de dette pour le mapper sur aujourd'hui les forecasts, va faire le boulot. Donc,
Ça permet de ne pas gérer le cycle de vie des autres chez nous, en haut, dans la partie plan de réseau. Parce que c'est ça qui est chiant, en fait. Gérer le cycle de vie de la data des autres, c'est ce que je vous disais, rapprochement, réconciliation. Donc ça, plus à faire. Très bien. C'est de l'adaptation à la volée. L'anti-corruption layer, au moment où elle récupère l'info, c'est là où on appelle l'API. Pour afficher un plan de réseau, on va appeler gestion de dette. On récupère la data et à la volée, on la transforme en un forecast. Et donc voilà, donc le deuxième pattern, c'est un pattern qu'Eric Evans a documenté dans un PDF, il me semble, qui parle de legacy, qui s'appelle le ombilical ACL, en référence au cordon ombilical, qui fait que c'est pas je récupère des trucs et je les stocke, machin, c'est au fil de l'eau, tout passe par le cordon. Et donc c'est le côté vraiment adaptation à la volée que Eric Evans mentionne dans ce papier-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens en haut qui intègrent de ne pas gérer le cycle de vie d'un truc qui change tout le temps. Ce qui fait qu'à tout moment et chaque semaine, l'équipe d'en haut était libre de changer dans son ACL. La première semaine, OK, pour faire plaisir au produit, on met ça dans les forecasts. Et après, on peut peut-être proposer autre chose. Et après, etc. Et en fait, la décision n'appartient qu'à l'équipe en haut à gauche, qui est celle qui intègre. Et ça peut se faire à tout moment. Il n'y a pas d'historique à migrer. Quand je vous parlais de cycle de vie, etc., il n'y a rien à migrer. C'est vraiment à la volée que ça se passe. Donc, ça résout beaucoup, beaucoup de problèmes. Et puis, il y a juste à faire une API côté plan de réseau. Donc, ça a quatre pattes à un canard. Donc, voilà. Donc, petit tips and tricks aussi. Bon, c'est vrai que le DA, c'était cool, c'était swag et tout, mais parfois, c'est intéressant de ne pas se laisser éblouir par des modes ou par des trucs qu'on a envie de faire et de penser à des choses un peu plus simples. En tout cas, dans ce cas-là, c'était vachement plus simple et ça réglait beaucoup plus de problèmes de ne pas passer par ce bus d'événements et cette réplication d'un contexte à un autre. Troisième cas, l'infâme table invoice, l'infâme table facture. Alors, quand on prend beaucoup de dettes fonctionnelles et qu'on ne la paye jamais, je vous l'ai dit, on arrive à une situation un peu comme ça, c'est un peu le bordel dans le code. C'est le bourbier, on n'arrive plus à avancer, et c'est le bordel. Et donc, résultat des courses, en termes de vélocité, c'est pas génial. Alors, il y a un copain qui habite à Bordeaux, qui disait, Jean-Baptiste Dussault, qui disait souvent à ses collègues, la qualité d'aujourd'hui, c'est le time to market de demain. Donc, il ne faut pas le négliger. Là, clairement, sur ce périmètre-là, on l'avait un peu négligé. Le périmètre dont je vous parle, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous présente le cash flow refinement. Donc, c'est l'usine à récupérer des informations brutes des connectivités et transformer en flux de réseau qualifié, enrichi, exploitable par le plan de réseau. Ce périmètre-là, donc il y avait plein de trucs, hein, on récupère des transactions bancaires, on récupère des factures, de ce qu'on appelle des invoice business expectations. On a plein de policies qui nous transforment ça en flux d'entrée, flux d'encaissement et de décaissement, et on les catégorise et machin, etc. Alors, l'objectif, là, c'était de commencer à délivrer de la valeur un peu plus vite à toutes les autres équipes, parce que cette équipe-là était sur le chemin critique de tout le reste, du plan de réseau, mais aussi d'autres contextes que je ne vais pas vous montrer ici, parce que c'est trop compliqué sinon, en aussi peu de temps. Donc, premier problème, c'est à chaque fois qu'on voulait changer un truc sur un topic, sur un sujet, dans cette zone de code-là, en fait, on avait des side effects, on avait des effets de bord. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, la dette fonctionnelle, c'est on lie des trucs qui ne devraient pas être liés ensemble, entre eux. Bah, quand vous faites un changement sur un forecast, une prévision, potentiellement, vous allez péter la TVA, potentiellement, vous allez péter remboursement d'échanges de prêts, etc. Si vous n'y prenez pas garde. Donc, il y a tous ces fils qui se touchent un peu comme un jeu de Mikado, il faut être très vigilant. Et ça ralentit, parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc simple, ça devient compliqué. Trop de responsabilités dans ce bundle contexte, dans cette patate-là de transaction refinement, cash flow refinement, donc trop de responsabilités. Et tout finit, in fine, dans la table facture, qui est le data store dans lequel tous ces use cases, quels qu'ils soient, dans des responsabilités diverses et variées, de la catégorisation, du découpage de transactions bancaires, de rapprochement, etc. Tout ça, ça finit toujours dans cette table, qui est une grosse table avec plein de colonnes. Et à chaque fois qu'il y a des responsabilités, des nouveaux rôles, etc., les gens ont rajouté des colonnes. Et ça fait une table qui devient assez compliquée à indexer. Et qui, manque de bol, c'est la table la plus grosse, avec le plus gros nombre de tuples, puisque c'est tout, les transactions bancaires de tous les clients, de tous les machins. Bon, je vous rassure, il y a plein de stratégies techniques pour gérer ça. Hein. Mais voilà. Petite question, c'est quoi ça d'après vous? C'est deux microservices avec leur shared database.
C'est un vieux tweet de Mathias Verres qui répondait à Alberto Brandolini en disant voilà, voici le diagramme de deux microservices avec leur shared database, qui était un sketch qu'on trouvait très, très souvent au début des microservices. En fait, avec les modules dont on va parler, il y a aussi un risque de ça avec cette satanée, infâme table facture. Ça, c'est. Du coup, on s'est dit, tiens, on va réfléchir, et qu'est-ce qu'on va faire? On va modulariser. On va modulariser dans notre existant, qui était le monolithe un peu legacy, sur cette partie-là. On a plein d'autres services qui, eux, sont à part, autonomes, etc. Mais on avait beaucoup trop de responsabilités dans ce composant logiciel, dans ce service-là. Et on s'est dit, on va modulariser, on va prédécouper, ça va rester dans le même processus. Ça va être beaucoup plus simple pour refactorer. Ne faisons pas de réseau tout de suite, donc on ne sait pas comment découper, etc. Et voilà, et donc on va faire ça. Alors il restait quand même le problème de la table facture. Donc ça ressemble à ça, le All Legacy Context, c'est celui du refinement, et là vous voyez qu'on a l'immonde table facture en large, là, avec, dans la base de données du legacy, et on a des candidats pour modularisation, pour extraire du code dans ce gros paquet qui gère plein de responsabilités différentes. Et on a quand même des codes qui sont consommateurs, y compris dans le monolithe ou à l'extérieur du monolithe, qui vont consommer la table en direct. Donc là, la solution, du coup, c'est ce qu'on a appelé du Write Model Extraction. C'est une stratégie de refactoring pour faire du refactoring par étranglement, où on va aller sortir à chaque fois les contextes, les nouveaux contextes. Donc tout ce qu'on va extraire comme code de l'ancien All Legacy Context en gris, là, on va les mettre dans des bounded context, éventuellement dans des modules nouveaux, propres, avec un langage ubiquitaire aligné avec ce qu'on fait vraiment et pas avec les vieilles modélisations, etc. Et en fait, chacun d'entre eux va avoir un modèle d'écriture. Et donc, en fait, on extrait, on modularise le code avec à chaque fois des modèles d'écriture, c'est-à-dire en gros les golden sources de ce qui change. Quand ça change, c'est les petites bases de données dans ces nouveaux modules-là qui font office et qui font foi. Et au lieu d'avoir une table avec toutes les préoccupations dans des colonnes différentes, on a des data stores, des data models. On peut modéliser ça différemment et découpler fonctionnellement un peu, découper ce plat-là. Alors là, je ne l'ai pas représenté, mais on est dans le même processus encore, donc on est dans le même monolithe. C'est juste que les nouveaux contextes bleus pâles et bleus intenses sont des nouveaux modules dans ce monolithe-là. Comme le code est legacy a toujours besoin, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de la table legacy comme un simple modèle de lecture. On va arrêter de lui confier la responsabilité d'être réceptacle pour prendre des décisions. Par contre, on va la transformer en juste modèle de lecture. Donc, pour prendre des décisions, je vais travailler sur mes nouveaux modèles de données, alignés par rapport à chacun de mes nouveaux modules. Et la table historique, c'est pour ça que je mets, en gros, il y a des trucs en bleu là qui vont venir renseigner et remplir ici ou là des colonnes dans la table legacy. Voilà. Alors on peut aussi rajouter des API de lecture ici pour les nouveaux consommateurs, pour migrer et dire aux gens, bon, à partir de maintenant, les codes des autres modules, ils ne doivent plus taper en direct sur la base. On doit taper par une API, même si elle est in-memory, in-proc, il n'y a pas d'API web ici forcément. C'est un moyen de migrer petit à petit le code legacy. Ce qui fait qu'à terme, on pourra faire en sorte que chaque contexte serait complètement autonome, à la fois en lecture et en écriture. Et voilà, on aura juste à changer l'URL des API, à changer juste la façon dont le code en bas consomme le legacy. Et donc en fait, c'est ce que je mets là, on expose une nouvelle API de lecture. Voilà. Donc voilà les trois patterns pour survivre. Le Hidden Supportive Context, le cordon ombilical ACL et le Write Model Extraction. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est des patterns de survie. C'est vraiment quand c'est compliqué, quand il faut aller vite, qu'il faut courir et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Si on prend un peu plus de large, quoi, si on regarde un peu plus, c'est quoi le problème en fait? Peut-être que dans notre façon de collaborer et de communiquer entre produits tech, il y a des petits trucs à améliorer. C'est les choses qu'on s'est dit. Alors, la communication, c'est dur, hein. Surtout quand on n'a pas les mêmes backgrounds, quand on n'a pas les mêmes sensibilités, etc. C'est vraiment compliqué, donc c'est un enjeu qui est compliqué pour tout le monde. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas spécifique à telle ou telle boîte. D'autant plus que, franchement, entre les PM et les devs, chez nous, ça se passe vraiment relativement très bien. Donc, il n'y a pas de... Il y avait juste des frictions ici ou là sur quelques sujets qui cristallisaient un peu certaines crispations. Mais on s'est dit comment faire.
Bah déjà, c'est vrai que communiquer, c'est dur. Et puis, parfois, il y avait des PM qui disaient, mais ouais, mais vous nous posez vachement de questions quand même. Donc, il y a un petit côté un peu susceptible de, est-ce que ça veut dire que tu me fais pas confiance? Est-ce que tu veux tout double-checker? Etc. Bah, en fait, non. Une fois qu'on leur a expliqué, ben non, en fait, nous, quand on est dev, ça nous prend du temps de nous faire nos modèles mentaux. Parce qu'on doit comprendre le problème, la problématique, on doit comprendre le métier, et après, on doit se projeter sur une ébauche de solutions. On doit se projeter, et c'est notre métier, hein, de trouver des abstractions, et de faire en sorte que le code supporte et soit aligné avec ça. Ça prend du temps, ça. On peut pas le faire du lundi pour le vendredi précédent, quoi. C'est quelque chose qu'on... Donc, on a besoin de temps et on a besoin de pouvoir poser des questions et on a besoin de pouvoir échanger. Donc, faut pas le prendre pour toi. C'est pas parce qu'on ne fait pas confiance, c'est qu'on a besoin. Et en fait, on a besoin en fait de vous parler plus souvent. Vous parlez plus souvent au produit et plus régulièrement. Mais surtout plus tôt. C'est pas... on discutait avec quelques personnes ici qui avaient travaillé en start-up, je ne dénoncerai pas, qui disaient que chez leurs clients, dans les start-up, très souvent, les product managers arrivaient avec la solution. Et il y a des équipes qui sont des simples exécutants, qui disent OK, tac, tac, je prends des stories, je les dépile. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, papa. Chez nous, ça marche pas comme ça. Nous, les gens qu'on recrute, ils veulent être autonomes, ils sont intéressés par le domaine driven design, ils sont intéressés par avoir de l'impact, pour challenger le produit, pour faire avancer les choses et pour vraiment mieux comprendre comment on peut avoir de l'impact pour les clients. Donc ça ne marche pas. Le rôle de simple exécutant ne peut pas marcher. Donc c'est globalement pas ce qu'on a chez nous. Il y avait 2-3 moments un peu de tension, mais voilà. Et en fait, il y a un truc pour avoir un maximum d'impact. Comment on peut faire pour avoir un maximum d'impact? C'est se parler plus tôt. Et qui connaît le dual track, le modèle dual track? Ok, donc le modèle dual track, c'est ça. Chaque équipe, elle a deux flows. Elle a un flow discovery, continuous discovery et du continuous delivery. En continuous discovery, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler produit et tech main dans la main pour prototyper. On ne fait pas des MVP, on fait des prototypes. On explore, on chope du feedback. Ça doit coûter le moins cher possible. Très souvent, on fait de l'A/B testing. C'est beaucoup de dev front qui adorent faire ça. On fait des petits subterfuges. Parfois, c'est juste des maquettes qu'on passe à des clients avant même de faire des développements. C'est vraiment des trucs malins. On va aller vérifier s'il y a de l'attraction, s'il y a un intérêt pour des clients. Ça, c'est le continuous discovery. Ensuite, s'il y a un sujet qui a de la valeur et on est sûr que c'est intéressant, là, on le fait et on le fait bien. Mode DDD, etc. C'est ce qu'on appelle la delivery. Et donc, en fait, le dual track, c'est cette façon de faire. Alors, ça a été popularisé par Marty Kagan, qui est un peu le gourou de la Silicon Valley en termes de product management, et Jeff Patton aussi. Comme beaucoup de choses, hein, ça, c'est des mecs. Mais en fait, en vrai, ça vient de Désiré, Si, qui est la première à avoir poussé ça à Jeff Patton. Jeff Patton l'a utilisé. Marty Kagan a vu ça chez Jeff. Il dit ah c'est mortel, tout. Il en a parlé dans son bouquin. C'est lui qui l'a rendu populaire. Mais c'est des récits qu'il a vraiment initié. Et de la même façon que tout le monde parle de Marty Kagan, etc. Mais il y a une dame qui est product manager ultra talentueuse qui s'appelle Teresa Torres. Elle a écrit ce livre-là qui vous donne Marty Kagan, il est un peu incantatoire et il vous donne le grand cadre, les inspirations. Elle vous donne le daily. Comment tu es product manager, tu veux faire du produit, comment tu t'organises au quotidien pour gérer tes interviews, ta discovery, enfin tout ce qu'on appelle le continue discovery. Ce bouquin est excellent. Et ben, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vers ça qu'on va de plus en plus. On a déjà des équipes qui font du dual track, avec qui ça se passe vraiment super bien. Il y en a qui ne sont pas au même niveau de maturité, mais qui sont en train d'y arriver. Et l'objectif de ça, vous le voyez bien, c'est de passer le moins de temps possible à faire du code qui ne sera pas utile. On veut dérisquer et vraiment investir le bon niveau d'énergie sur les bons sujets. Et c'est à ça que ça sert. Et du coup, c'est vers ça qu'on fait de plus en plus, pour être de plus en plus efficace, que ça se passe de mieux en mieux aussi dans les relations produit-tech, que tout le monde s'aide à progresser, quoi. Et voilà. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. On recrute celles et ceux qui ont envie de travailler dans ce mode-là. Voilà, sachez qu'on recrute. Surtout des techs pour l'instant. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour des questions ou pas. Ouais, il reste un peu de temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question là-bas, ouais. Merci pour ton talk, c'était excellent.
Merci. Ma question, c'est comment tu ou vous avez trouvé ces différentes techniques pour résoudre les situations dans lesquelles vous étiez bloqué face au product manager? Alors, en général, c'est les équipes concernées qui ont trouvé à chaque fois les techniques, mais ça marche mieux quand on se parle à plusieurs. Donc très souvent, les responsables un peu techniques venaient soit m'en parler, soit en parler à leur père, aux équipes avec lesquelles ils ont l'habitude de parler, pour dire, ça m'emmerde là, le produit nous demande de faire ça, franchement, j'aime pas du tout, il y a ces inconvénients. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, souvent, il y a des bonnes idées qui fusent de partout. Et je t'avoue que le côté de la TVA, ça a été utile pour la partie gestion de remboursement de prêts. C'était tout ce qu'on a appris. Alors après, une fois qu'on a fait ça, sur Notion aussi, on a mis des pages qui résument un peu comme des architectures decision record, des ADR. On documente certaines prises de décision et on rappelle le contexte, etc. Qui était... Et du coup, ça permet d'être inspirant aussi. Tu peux aller avoir... tiens, comment ils ont fait dans les autres équipes? Et tu regardes si tu as des sujets. Mais c'est surtout en échangeant, en discutant, voilà, que les idées viennent. Et puis, bah, il y a toujours des gens qui font de la veille, qui lisent des trucs, qui ont des idées, qui ont envie d'expérimenter. Donc, du coup, bah, dans toutes ces discussions, c'est là où tu chopes le... Et si on faisait ça? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question là. Ouais. Tu disais que tes trois patterns, c'est des patterns de survie. Est-ce qu'il y a une intention à un moment d'aller vers autre chose, c'est-à-dire l'étape suivante qui serait d'affiner encore plus le modèle et puis de passer vers des patterns qui sont là installés pour de bon, quoi. Oui, alors, par exemple, le pattern du hidden supportive context, moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que le code a été fait, on n'arrivait pas à discuter, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. On avait tous compris l'objectif, et donc voilà. Donc, et c'était sur un contexte où, côté PM, il y avait tellement de pression qu'ils s'étaient très investis sur l'espace de la solution. Donc ils arrivaient avec une idée bien préconçue, etc., qui convenait vraiment pas côté tech. Donc là, le fait d'avoir pu découper ces deux problématiques parce que c'est quand même assez complexe ces calculs-là, côté TVA, et plus combiné à comment tu les maps sur un plan de réseau, ça fait au carré, tu vois, la complexité. Le fait d'avoir pu poser ça, déjà, ça a rassuré les gens concernés, les équipes concernées qui ont travaillé dessus. Et puis après, ce qui a été bien, c'est qu'au début, on a pu proposer tout de suite un écran dans le back-office. Super, ça, le produit finalement dit, ah c'est génial, on va moins me téléphoner, on va moins m'emmerder pour me poser des questions sur la TVA. Je vais pouvoir faire autre chose, c'est génial, ok, go, on le fait. Puis après, c'est de se dire, mais en fait, même les CS qui ont les gens au téléphone ou qui répondent sur le chat, etc., il y aura un truc qui serait plus simple, c'est de donner directement au client les explications de comment le calcul a été fait. Et donc, dans le panneau de droite, tu sais, du détail d'une cellule d'un mois donné, désormais, tu peux, sur des estimations de TVA, il y a une catégorie exprès pour la TVA, tu peux zoomer et avoir accès dans ce panneau aux détails. Donc, si tu veux, finalement, c'est devenu, cette perspective legal, fiscale, etc., elle est venue s'incruster, mais progressivement, parce qu'on est monté en compétences, nos modèles motos sont affinés, et donc, ça s'est inséré comme il faut et ça a pris sa place. Il était plus invisible à la fin, il était visible. Donc ça, c'est un exemple de pattern de survie, c'est invisible. Et en fait, en vrai, après, tu peux cheminer en baby steps et le rendre visible. Et il fera partie de la famille des vrais composants, accessibles et visibles des clients. Ça répond à ta question. Et, et du coup, bah, après, il y a le dual track, etc. Donc ça permet de... en fait, très souvent dans les discussions entre produits et tech, il y avait parfois certains product managers s'imaginaient un peu trop sur l'espace de la solution, s'imaginaient que rajouter ça ou faire ci dans un code base, ça allait être complexe et coûteux. Et en fait, en discutant avec les devs, non. En fait, c'est contre-intuitif, mais je t'assure que de changer ça, c'est vachement moins coûteux que de faire ce que tu nous proposes. Et très souvent, pour aller vite, dans des situations un peu de pression et stress, certains products, mais c'était il y a longtemps, on n'a pas eu ça depuis très, très longtemps, certains products arrivaient vraiment avec l'espace de la solution en disant au dev, simple exécutant, mais on n'est pas une boîte qui marche comme ça. On recrute pas des simples exécutants, des simples exécutantes. Donc ça ne marche pas avec la culture qu'on a. Donc c'était des petites frictions au début, mais là désormais c'est de mieux en mieux, quoi. Par contre, ce qui est dans le dual track là, côté dev, il faut aussi faire son aggiornamento. Il y a des devs qui sont inquiets de voir l'incertitude. Il y a des gens qui sont très contents d'explorer toutes les premières phases, etc. Et il y a des devs qui, non, 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 moi si le PM a pas l'air, ou la PM a pas l'air sûr d'elle,
Je suis inquiet parce que ça veut dire qui nous pilote? Il connaît vraiment son métier, il connaît vraiment le domaine, alors qu'il y en a d'autres qui disent ah, génial, on peut bosser ensemble et on va découvrir, on va avoir du feedback et tout. Donc il faut trouver dans les équipes les gens avec lesquels tu peux. Il y a des gens qui vont adorer faire des prototypes, et il y a des gens qui vont dire non, non, donne-moi des tickets, je les bouffe et je te fais du code nickel et machin. Donc c'est un savant mélange pour que tout le monde soit efficace à son rôle et on n'est pas tous câblés pareil, mais on est tous complémentaires. J'ai l'impression que c'est même le compteur a sauté, donc je pense qu'il n'y a plus de temps pour les questions. Encore merci pour votre temps, et puis bah, bonne fin de conférence et bonne. C'est quoi, c'est la fête nationale? Bonne fête nationale. Merci encore.